POUA, vous connaissez sûrement une association qui aide à travers le monde des milliers de femmes à devenir mamans, des milliers d'hommes à vaincre leur stérilité. Cette association a été créée par le Rav Burstein, Menachem Burstein, il y a 30 ans, mais la section francophone a, elle, été créée par le Rav Benjamin David, ici présent, il y a 20 ans. Un petit retour arrière s'impose pour voir où on en est. On fait le point avec lui, c'est parti. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Et oui, déjà 20 ans, Rav Benjamin David, bonjour, bravo bonjour. Pour tout ce que vous faites. Toda Rabba, merci, c'est très gentil. Parce que vous avez aidé des centaines, des milliers de femmes à devenir... De couples, c'est vrai. Mais de femmes, d'enfants. C'est vrai. C'est vrai que c'est beaucoup plus large que ce qu'on croit, que la stérilité touche parfois les hommes, parfois les femmes. Et puis parfois les enfants. Parfois les enfants. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Voilà. Alors pourquoi le Rav Menachem Burstein a créé cet institut il y a déjà 30 ans? Alors, commencer en Israël à l'époque, dans le monde et surtout en Israël, tous les traitements de fécondité. Et puis, il avait compris que c'était un enjeu éthique, un enjeu ilchatique, et que c'était pas simplement un traitement comme on se fait, voilà, on va chez le dentiste, etc. Il y avait des enjeux qui étaient beaucoup plus forts et grands. Puis, il y avait tout le côté psychologique qui tourne autour de ces problèmes. Et donc, il a pris en main pour essayer d'aider les couples qui sont confrontés à ce genre de problème, pour leur faire accéder d'une manière simple, pour leur donner confiance, pour répondre à leurs questions et des questions d'éthique, et des questions de halakha, et des questions de couple, etc. Les accompagner pour pouvoir faire le projet, réaliser le projet de la meilleure manière possible. Bon, et vous êtes arrivé 10 ans plus tard, vous avez créé il y a 20 ans donc cette section. Alors moi j'étais à l'époque un jeune rabbin, étudiant encore, et puis on m'a raconté... Passionné d'éthique quand même. Voilà, et on m'a raconté qu'à Jérusalem, il y a un rabbin avec une grande barbe, mais qui donne des cours de gynécologie en rapport avec la halakha, et donc j'étais tout de suite intéressé, j'ai été... participer à ces cours, qui étaient des cours extraordinaires. J'étais sûr que toutes les histoires qu'il nous racontait, c'était des histoires fabriquées, mirobolantes, tirées par les cheveux. Je me disais, c'est pas possible. Bon, j'étais aussi jeune, j'avais jamais été, Baruch Hashem, confronté à ce genre de problème. Et puis, il s'est avéré que dans la réalité, c'est rien par rapport à ce que la réalité... est devant nous. Ouais, alors c'est vrai que quand on pense à POUA, pour ceux qui connaissent, on pense à des traitements de stérilité simples, on va dire, des fécondations in vitro, des traitements d'IVF, comme on dit, de FIV. FIV, voilà, si vous voulez. En Israël, on dit plutôt IVF, mais FIV, fécondation in vitro, donc on féconde en dehors de l'utérus de la maman. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a vous intervenez pour des questions, par exemple des enfants qui ont des jeunes filles qui ont des cancers. Alors aujourd'hui, l'Institut POUA, il chapeaute, je dirais, tout ce qui est en rapport avec la fécondité, la gynécologie d'une manière générale, de l'enfance jusqu'à la vieillesse. Et à chaque étape, il y a différents problèmes qui puissent se révéler. D'abord, au départ, les femmes avaient du mal à tomber enceinte, et puis après, il y avait des questions pendant la grossesse, et puis après, au moment de l'accouchement, et puis après, de savoir si on va utiliser un moyen de contraception, et puis on s'est avéré que des problèmes de stérilité ou de mal de fécondité sont des problèmes plus sexuels, de rapports de sexualité dans le couple, etc. Donc automatiquement, avec le temps, les sujets se sont développés. Le monde a aussi énormément évolué. Bien sûr. Quand on sait aujourd'hui que certains ont tenté une expérience il n'y a pas très longtemps de créer un utérus dans une poche artificielle pour développer un animal, et ça a marché. Il y a un animal qui était en train de se développer. Je ne sais pas où ça en est maintenant. Ça s'est arrêté au milieu. Ça fait une tollée dans le monde de l'éthique. Oui. Alors c'est sûr, d'abord les sujets, la médecine, la technologie se développent énormément.
les mœurs changent, les questions changent. Les mœurs Et changent, puis, on fait bien de le dire, voilà, parce qu'il y a des questions qui se posent. Est-ce que les mamans peuvent faire des enfants seuls? Est-ce que... ben oui, ça, c'est très, très, très en vogue. On va dire, c'est peut-être pas le terme adapté, mais en tout cas, ça se C'était déjà développe. Jean-Jacques Goldman à l'époque. Elle a s'est fait fait un bébé toute seule. Ouais, c'est ça. Ben, il était en avance. Hein. Ouais, il y a ça, il y a aussi... Oui, alors je vais vous expliquer. À l'Institut Poix, on est d'abord sollicité pour ce genre de questions. Et la première fois où j'ai été sollicité, il y a déjà plus d'une dizaine d'années, j'étais très étonné. Parce qu'on me posait une question en tant que rabbin, est-ce qu'on a le droit de faire ce genre de choses? Et pour nous, il y a une cellule qui est importante dans le monde, c'est la cellule familiale. La cellule familiale, je sais que ça a l'air ringard, mais pour nous, elle est constituée d'un papa et d'une maman, ou d'une maman et d'un papa. Et puis, si Dieu veut, ils auront des enfants. Un enfant qui n'a pas de papa, jusqu'à maintenant, c'est ou un enfant orphelin, dont le père est mort, ou un enfant dont le père a quitté la cellule familiale, peut-être qu'il y a eu un divorce, ou il a laissé sa femme tout seul. Et tout ça, c'est une tragédie. Et je ne pense pas qu'on a le droit, du point de vue éthique, du point de vue ilchatique, comme on dit, aime ton prochain comme toi-même, c'est la devise du judaïsme. Mm-hmm. Alors Hillel nous dit, ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. Donc vous n'êtes pas pour... Et donc je pose toujours à ces gens, est-ce que vous auriez voulu naître sans père? Et les gens me disent non. Mais c'est la situation qui fait qu'on est dans cette situation, voilà, qu'on a cette requête. Il faut dire aussi aujourd'hui qu'il y a des femmes avec l'âge qui avance, elles décident d'aller vers cette solution, de faire un enfant seul, mais elles arrivent après à se marier, ça peut arriver aussi. Oui, d'accord. Et à recréer une cellule Alors familiale. ce qu'on propose aujourd'hui aux gens, aux femmes, il faut qu'elles se réveillent un peu plus tôt. Et je sais que c'est difficile de se réveiller, de prendre cette décision. On propose aux femmes de congeler des ovocytes. Aujourd'hui, il y a une possibilité, c'est assez nouveau dans le monde, de congeler des ovules et de les conserver. Et c'est interdit en France, par exemple, mais c'est autorisé en Israël. Et nous, on s'est mis en contact directement avec... C'est-à-dire que les femmes célibataires peuvent congeler des ovocytes en Israël, ce qui est interdit en France. C'est interdit en France, oui. D'accord. Peut-être que les choses ont changé, mais pour l'instant, c'est interdit. Et donc, nous, on s'est mis tout de suite en contact avec des différentes cliniques, hôpitaux en Israël. Comme ce n'est pas pris en charge par la Coupat Cholim, on a fait baisser les prix en leur disant qu'on va envoyer énormément de femmes. Et donc, les femmes qui viennent par l'intermédiaire de Poix, elles ont une réduction assez importante. Et elles mettent leurs ovocytes de côté. On s'est rendu compte d'une chose de très intéressante, c'est que d'abord, ça les réconforte. Elles se disent, voilà... je suis sauvée. D'abord, on leur promet rien, malheureusement, parce qu'on peut rien promettre. Ça peut ne pas marcher, mais elles ont le sentiment qu'elles ont déjà arrêté qu'elles ont mis de côté une possibilité de tomber enceinte d'une manière naturelle. Et je me suis rendu compte que il y en avait déjà beaucoup plus qui après nous téléphonaient après quelques mois en disant voilà, je me suis marié. Et en fin de compte, j'avais un blocage chaque fois que... Et j'étais d'un âge avancé. Tout de suite, le garçon me posait la question, est-ce que tu peux tomber enceinte? Tu ne peux pas tomber enceinte? Quels sont les risques? Quelles sont les chances? Etc. Et je n'avais pas de réponse. Alors maintenant, j'avais une réponse. Et ça a donné une possibilité de casser certaines barrières psychologiques. Et ça leur a permis de se marier. Et j'espère qu'elles n'auront pas besoin de ces ovules congelés, là. Alors, vous avez aussi, on ne peut pas tout dévoiler, mais enfin... On est tenté de savoir, de mieux vous connaître, forcément en plus pour cet anniversaire. Et c'est vrai qu'il y a aussi des jeunes femmes, des jeunes hommes qui tombent malades de la maladie, du cancer notamment, et qui sont obligés de subir des traitements de chimiothérapie. Et on sait très bien que le traitement de chimiothérapie pour la fécondité, c'est pas génial. Oui, alors ni la chimiothérapie, ni les rayons, la radiothérapie, qui est encore pire. Bien sûr. Et donc, aujourd'hui, je dirais, ça devrait être une routine dans les hôpitaux de proposer de préserver une préservation de la fécondité. Ça veut dire qu'avant de commencer les traitements, on congèle des spermes chez les hommes, même si c'est des tout petits bébés. Aujourd'hui, on congèle des fragments de testicules. Ça n'a pas encore été utilisé dans le monde, mais c'est déjà quelque chose qu'on propose aux gens.
Et chez les femmes, donc ça va dépendre de l'âge, mais on va congeler des fragments d'ovaires ou des ovocytes qu'on va congeler, puisque maintenant on peut... Et je connais une jeune fille qui, vers l'âge de 16 ans, 17 ans, avait eu un cancer de la jambe. Et elle avait eu des rayons, elle a eu bien sûr tout ce qu'il faut. Elle était venue me voir avant, je l'avais directement envoyée chez un grand professeur à l'hôpital Tel HaShomer, chez le professeur Meirov, qui est le plus grand spécialiste dans le monde de cette question. D'ailleurs, le premier bébé né de ces techniques-là, c'est en Israël. Il est né en Israël. Et donc, il a pris cette fille en main, il a congelé ce qu'il fallait congeler. Et puis, plusieurs années après, elle a grandi, elle s'est mariée. Ils ont réimplanté les morceaux d'ovaires dans ses ovaires. Et elle est tombée enceinte d'une manière tout à fait naturelle. Elle a aujourd'hui deux enfants en bonne santé, Baruch Hashem. Ouais, c'est vraiment extraordinaire. Bon, alors, tout ça, j'imagine, ce sont des services qui sont gratuits, que vous offrez gratuitement, sans parler de la surveillance pendant les traitements de fécondation in vitro. Alors d'abord, les traitements sont pris en charge par la Coupat Cholim. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais l'accompagnement. Et lorsqu'il y a des traitements qui ne sont pas pris en charge par la Coupat Cholim, comme je l'ai donné comme exemple tout à l'heure, on est en discussion avec les hôpitaux pour essayer d'avoir des réductions, etc. Lorsqu'il y a on a certaines opérations, on a besoin d'un grand spécialiste qui fait ça qu'en privé, on discute avec lui, on essaie de faire baisser les prix, c'est pas toujours facile. Et puis, bien sûr, tous nos conseils, l'accompagnement, tout ça c'est gratuit. La Hashgacha, comme on dit, la surveillance rabbinique dans les laboratoires, qui est quelque chose de spécial de l'Institut Oui, c'est juste pour vérifier, vous m'arrêtez si je me trompe, qu'on n'a pas mis le sperme du monsieur qui était à côté avec le mauvais ovocyte et que c'est bien le couple. Alors bien sûr, les hôpitaux font très attention à ce genre de choses. Mais on a une surveillance extérieure qui est tout à fait... qui n'a rien à voir avec l'hôpital et qui vérifie ce genre de choses. Donc ça, c'est pas gratuit, mais c'est pris en charge. Après, on a fait aussi un accord avec les Coupat Cholim, ce qu'on appelle Bituach Mashlim, des mutuelles. Ils sont remboursés à presque 100%. Donc on essaie d'aider au maximum les gens. Aujourd'hui, on a 15 rabbins à l'Institut Poua, on a un département aux États-Unis, on a un département en France. On a en ce moment un jeune rabbin du Mexique qui est venu... faire un stage à l'Institut Poua, il veut ouvrir une antenne au Mexique. On a des couples du monde entier qui nous téléphonent, de Suisse, des milliers de questions tous les mois. Ah oui, des milliers de questions, surtout que de nos jours, ça n'arrête pas parce que c'est entre le WhatsApp, le mail, le fax, il y en a encore qui ont des fax, les lettres, ça n'arrête pas une seconde. Et d'ailleurs, je demande pardon à ceux à qui vous ne répondez pas encore. Voilà. Vous n'avez pas encore répondu. Vous allez le faire. Bien sûr. Okay, donc qui me relance. C'est ça, il faut toujours relancer le Rav Benjamin David. Alors, pas toujours simple tout ça. En plus, vous tenez informé et à la page de toutes les nouveautés, non seulement médicales, mais aussi toutes les nouveautés concernant les questions de halakha. Vous faites aussi des congrès pour tenir à la page les rabbins qui, eux, ne sont pas toujours dans le coup, évidemment. Alors, bien sûr, nous, en tant que rabbins de l'Institut Poua, on participe à des congrès médicaux sans arrêt, où toutes les semaines, on invite un grand spécialiste à l'Institut Poua qui nous donne une conférence, à tout le staff, pour qu'on puisse savoir toutes les nouveautés médicales. Et puis après, on essaie d'informer les couples, de leur dire, voilà, il y a ce nouveau traitement, voilà, on a peut-être trouvé une solution, etc., etc. Et puis, pas simplement en Israël, aussi dans le monde entier. Voilà, j'ai mis un couple israélien en contact avec un laboratoire français qui fait des analyses très, très, très poussées sur la qualité de la muqueuse utérine et puis essayer de comprendre pourquoi, après tant et tant de tentatives de FIV, ça ne marche pas. Parfois, on les met en contact avec des médecins aux États-Unis. On essaie de trouver des solutions dans le monde entier. Il y a une très jolie phrase chez vous. Il est temps d'avoir des enfants. Il est l'âge d'avoir des enfants tant qu'on n'en a pas. Voilà, on essaie La loi en Israël, d'abord, est très cool, je dirais, par rapport à d'autres pays. On peut faire des fécondations in vitro en Israël jusqu'à l'âge de 45 ans. Payés par la Coupat Cholim. Et après, on peut faire d'autres traitements, comme par exemple des dons d'ovocytes, jusqu'à l'âge de 54 ans. Donc, mais il faut prendre les choses en main. C'est clair qu'il faut prier Dieu, parce que les Neshamot, elles descendent de Dieu. C'est lui qui apporte les âmes sur terre.
Mais c'est au couple et à nous et aux médecins de tout faire pour que ça aboutisse. Bon, alors, tout ça nécessite quand même des sous, évidemment. Bien sûr. Et vous êtes sortis cette année pour votre anniversaire en campagne pour essayer de renflouer les caisses de l'Institut. Voilà, on essaie de renflouer les caisses de l'Institut, on essaie de se développer, d'ouvrir de nouveaux départements avec de nouvelles idées, etc. Et bien sûr, tout ça, ça demande des fonds, ça demande un soutien de la population. Aujourd'hui, vous savez, les associations, elles recherchent plus des grands milliardaires. D'abord, il n'y en a pas. Moi, je ne les connais pas. Et puis, on ne cherche pas. On va dire. Et puis, on préfère avoir 18 shekels, 50 shekels, 150 shekels de milliers de personnes qui nous soutiennent que d'être aux dépens d'un grand milliardaire qui peut demain nous tomber ou nous laisser tomber. Alors, ceux qui nous écoutent, parce que vous êtes bien sûr, on a parlé de l'Institut Pouah, on n'a pas précisé, mais vous avez une antenne à Paris, bien sûr, on a une antenne en France. à Paris. Une antenne ici, évidemment, à Jérusalem, à Givat Shaul. C'est la mère. La maison mère. Voilà. Évidemment, pour vous aider, vous pouvez cliquer sous le lien qui apparaît sous la vidéo. C'est très gentil de votre part. De rien. Et voilà. Et vous pouvez faire votre don. Bien sûr. Alors, si c'est quelqu'un de France, il recevra un reçu CERFA. Si c'est quelqu'un des États-Unis, il recevra ce qu'il faut. Oui. Si c'est en Israël, il y aura ce qu'on appelle Seif Arbaim Eshesh, et qui pourra après déduire de ça, de ses impôts. Déduire de ses impôts. Maintenant, pour ceux qui ont envie de vous poser des questions, évidemment, c'est aussi l'occasion de vous donner la parole. Rav Benjamin David, on peut vous écrire sur Facebook peut-être. On a Facebook, on a le mail. Facebook, c'est quoi? C'est Pouah Institut Pouah. Voilà, Institut Pouah, P-O-U-A-H. Voilà, P-O-U-A-H. On a un Facebook en français, un Facebook en anglais, en hébreu, et puis un site internet qui va bientôt monter. On a une adresse mail, on a un site internet en hébreu, mais en français, il a été piraté, il va remonter bientôt. D'accord. Puis voilà, et les gens peuvent m'envoyer des WhatsApp. Et vous essayez de répondre à toutes les questions. Voilà, j'essaie de répondre. Et puis il y a des gens qui viennent nous rencontrer avec leur dossier médical, on fait une réunion, un rendez-vous qui est totalement gratuit, on discute. Il y a des gens qui ne font pas la lien à cause de ça. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des couples qui freinent leur alia parce qu'en France, ils sont bien sûr... je dis en France, les gens, vous êtes très bien pris en charge en France. Ne croyez pas que... bien sûr, il y a des miracles en Eretz Israël, mais aussi des miracles en France. Ils ont peur... C'est pas du tout le même accompagnement, c'est très différent. Ils ont peur que s'ils viennent en Israël, qu'ils ne vont pas comprendre... Les démarches, comment ça se passe, la langue, etc. Donc nous, on est là pour les aider. Je ne dirais pas que les gens vont faire leur alia grâce à l'Institut Pouah, mais que les gens sachent que s'ils font leur alia, qu'ils sont contraints, confrontés à des problèmes de fécondité ou des problèmes de génétique ou des problèmes de grossesse, ou encore une fois, tout ce qui est en rapport avec... la contraception, tout ce qui est en rapport avec l'Institut Pouah, on sera là pour leur répondre à leurs questions. On a une femme francophone à l'Institut Pouah qui s'appelle le docteur Muriel Yarri, qui accompagne aussi les femmes françaises. À leurs questions, qui les accompagne dans les hôpitaux, chez les médecins, etc. Parfois, ou simplement elle leur explique, elle parle avec le médecin, elle traduit certains documents qu'il faut traduire, etc. On est là vraiment pour essayer d'accompagner les gens un maximum pour que, disons que ce genre de problème ne soit pas un frein pour l'ALIA, puisqu'on est pour l'ALIA, on est pour que les gens viennent réaliser leurs rêves en Eretz Israël. Et puis, on essaie vraiment de tout faire pour que les gens se sentent à la maison en Eretz Israël, voilà, puis avec, d'une manière francophone. D'une manière francophone. Et puis si en plus, grâce à vous, en tout cas à votre aide, ils pouvaient devenir parents, ce serait merveilleux. Alors il y a certains qui font leur alia. Par exemple, vous savez que la mère porteuse c'est interdit en France. Oui, c'était la dernière question que j'allais vous poser. Alors en France c'est interdit, en Israël c'est autorisé, mais il faut faire son alia. Il faut gestation pour autrui. Gestation pour autrui. GPA. Il faut devenir israélien. Donc il y en a qui ont fait leur alia, je dirais grâce à ça ou à cause de ça.
Je leur dis, après, vous pouvez, une fois que le bébé sera là, vous pouvez repartir. Hein. Mais il reste. Après, vous expliquez aux parents ce qu'il faut faire quand, par exemple, la mère porteuse, on va dire, n'est pas juive et que vous expliquez pour les enfants. Il va falloir rentrer après. Je leur donnerai des conseils. S'il faut convertir les enfants ou pas. C'est ce qu'il faut faire, mais il y a des mères porteuses juives en Israël. Oui, on n'a pas besoin de... Il y a de tout, mais il y a de tout. Tout peut arriver. Il y en a des très bien en Israël, des femmes très bien. Il y a des mamans aussi qui vont faire la GPA, enfin la gestation pour autrui à l'extérieur du pays, avec des mamans qui ne sont pas forcément juives, et donc ça pose peut-être des problèmes. Voilà, ensuite. là, il y a des problèmes. Il y a plein de questions. Ouais. Je saupoudre. On peut se voir toutes les semaines. Hein. On ouvre chaque semaine un dossier. Ouais, c'est une très bonne idée, Rabbi Yamin. Je vous prends au mot. En tout cas, voilà, vous pouvez cliquer sur les liens qui apparaissent sous la vidéo. La campagne se termine le 25 septembre, donc dépêchez-vous, aidez-les. 2-3 jours devant nous. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Ceux qui veulent donner de l'argent après, on l'acceptera. Ça marche aussi. Et là, ça compte double, c'est ça ? Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Longue vie au Machon Poa et un grand Mazal Tov, joyeux anniversaire. Toda Rabba. À bientôt. Toda Rabba pour tous. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.